Bonsoir Virginie. Aujourd'hui, ce sera de la philosophie. Nous allons plonger dans un grand classique que tu as lu en prépa. Il s'agit de René Descartes, le discours de la méthode. Et donc, on va réviser ensemble. Ça fait un petit bout de temps maintenant. J'imagine que tu n'as pas mis ton nez dedans, encore que je présume, mais c'est peut-être pas forcément la vérité. Peut-être que tu lis ça tous les soirs, je ne sais pas. Mais ce soir, c'est donc René Descartes, la philosophie, discours de la méthode, première partie. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi n'est-il pas vraisemblable que tous se trompent? Mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, ce qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées vers diverses voies et ne désirons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal, c'est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun, même j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte, ou l'imagination aussi nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente que quelques autres qui servent à la perfection, qui se servent à la perfection de l'esprit. Car pour la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en un chacun. Et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes qui disent qu'il n'y a de plus et de moins qu'entre les accidents et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Mais je ne craindrais pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heures et m'être rencontré dès la jeunesse en certains chemins qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point, auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre. Car j'en ai déjà recueilli de tels fruits qu'encore qu'au jugement que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de la défiance, plutôt que vers celui de la présomption, et que, regardant d'un œil de philosophe les diverses actions et entreprises de tous les hommes, il n'y en est quasi aucune qui ne me semble vaine et utile. Je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pour l'avenir que si, entre les occupations des hommes, purement hommes, il y en ait quelqu'une qui soit solidement bonne et importante, j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie. Toutefois, il se peut faire que je me trompe, et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre ou de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche et combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur. Mais je serais bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis, et d'y représenter ma vie comme un tableau afin que je puisse en juger, et qu'apprenant du bruit commun des opinions qu'on en aura, ce sera un nouveau moyen de m'instruire que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir. Ainsi, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Ceux qui se mêlent de donner des préceptes se doivent d'estimer plus habiles que ceux auxquels ils les donnent, et s'ils manquent en la moindre chose, ils en sont blâmables. Mais, ne proposant cet écrit que comme une histoire,
ou si vous l'aimez mieux comme une fable, en laquelle, parmi quelques exemples qu'on peut imiter, on en trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu'on aura raison de ne pas suivre. J'espère qu'il sera utile à quelques-uns sans être nuisible à ma personne, et que tous me sauront gré de ma franchise. J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et pour, et pour ceux qu'on me persuadait que par leurs moyens on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j'avais un extrême désir de les apprendre. Mais sitôt que j'eus achevé tous ces cours d'études au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeai entièrement d'opinion, car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir fait autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Et néanmoins, j'étais en l'une des plus célèbres écoles de l'Europe. Il s'agit du collège Henri IV de la Flèche, institution fondée et tenue par les jésuites, où je pensais qu'il devait y avoir de savants hommes, s'il n'y en avait en aucun endroit de la terre. J'y avais appris tout ce que les autres y apprenaient, et même, ne m'étant pas contenté des sciences qu'on nous enseignait, j'avais parcouru tous les livres traitant de celles qu'on estime les plus curieuses et les plus rares qui avaient pu tomber entre mes mains. Avec cela, je savais les jugements que les autres faisaient de moi, et je ne voyais point qu'on m'estimât inférieur à mes condisciples, bien qu'il y en ait eu déjà entre eux quelques-uns qu'on destinait à remplir les places de nos maîtres. Et enfin, notre siècle me semblait assez florissant et assez fertile en bons esprits, qui a été aucun des précédents, ce qui me faisait prendre la liberté de juger par moi de tous les autres et d'y penser qu'il n'y avait aucune doctrine dans le monde qui fût telle qu'on m'avait auparavant fait espérer. Je ne laissais pas toutefois d'estimer les exercices auxquels s'occupent dans les écoles. Je savais que les langues qu'on y apprend sont nécessaires pour l'intelligence des livres anciens, que la gentillesse des fables réveille l'esprit, que les actions mémorables des histoires le révèlent, et qu'étant lues avec discrétion, elles aident à former le jugement, que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, qui ont été leurs auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées, que l'éloquence a des forces et des beautés incomparables, que la poésie a des délicatesses et des douceurs très ravissantes, que les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir tant à contenter les curieux qu'à faciliter tous les arts et diminuer le travail des hommes, que les écrits qui traitent des mœurs contiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à la vertu qui sont fort utiles, que la théologie enseigne à gagner le ciel, que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement de toutes choses et se fait admirer des moins savants, et se faire admirer des moins savants, que la jurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent des honneurs et des richesses à ceux qui les cultivent, et enfin qu'il est bon de les avoir toutes examinées, même les plus superstitieuses et les plus fausses, afin de connaître leur juste valeur et se garder d'en être trompé. Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues, et même aussi à la lecture des livres anciens et à leurs histoires et à leurs fables, car c'est quasi le même de converser avec ceux des autres siècles que de voyager. Il est bon de savoir quelque chose des mœurs des divers peuples, afin de juger des nôtres plus sainement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu'on coutume de faire ceux qui n'ont rien vu. Mais lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays. Et lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient au siècle passé, on demeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. Or, les fables
Or, outre que les fables font imaginer plusieurs événements comme possibles qui ne le sont point, et que même les histoires les plus fidèles, si elles ne changent ni n'augmentent la valeur des choses pour les rendre plus dignes d'être lues, au moins en omettent-elles presque toujours les plus basses et moins illustres circonstances, d'où vient que le reste ne me paraît pas tel qu'il est, et que ceux qui règlent leurs mœurs par l'exemple qui en tirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins de nos romans et à concevoir des dessins qui passent leur force. J'estimais fort l'éloquence et j'étais amoureux de la poésie, mais je pensais que l'une et l'autre étaient des dons d'esprit, plutôt que des fruits de l'étude. Ceux qui ont le raisonnement le plus fort et qui digèrent le mieux leurs pensées afin de les rendre claires et intelligibles peuvent toujours le mieux persuader ce qu'ils proposent. Encore qu'ils ne parlassent pas que bas breton et, et qu'ils n'eussent jamais appris de rhétorique. Et ceux qui ont eu les inventions les plus agréables et qui savent exprimer avec le plus d'ornement et de douceur ne laisseraient pas d'être les meilleurs poètes, encore que l'art poétique leur fût inconnu. Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison. Mais je ne remarquais point encore leur vrai usage, et pensant qu'elles ne servaient qu'aux arts mécaniques, je m'étonnais de ce que leur fondement était si ferme et si solide, qu'on n'avait rien battu dessus de plus relevé. Comme au contraire, je comparais les écrits des anciens païens qui traitent des mœurs à des palais fort superbes et fort magnifiques, qui n'étaient bâtis que sur du sable et sur de la boue. Ils élèvent fort haut les vertus et les font paraître estimables par-dessus toutes les choses qui sont au monde, mais ils n'enseignent pas assez à les connaître, et souvent ce qu'ils appellent d'un si beau nom n'est qu'une insensibilité, ou un orgueil, ou un désespoir, ou un parricide. Je révérais notre théologie et prétendais qu'aucun autre, autant qu'aucun autre, a gagné le ciel. Mais, ayant appris comme chose très assurée que le chemin n'en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu'aux plus doctes, et que les vérités révélées qui y conduisent sont au-dessus de notre intelligence, j'eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que pour entreprendre de les examiner et y réussir, il était moins besoin d'avoir quelques extraordinaires assistances du ciel et d'être plus comme. Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que, voyant qu'elle a été cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis plusieurs siècles, et que néanmoins il n'y trouve encore aucune chose dont on ne se dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse, je n'avais point assez de présomption pour espérer d'y rencontrer mieux que les autres, et que, considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière, qui soient soutenues par des gens doctes, sans qu'il n'y puisse avoir jamais plus d'une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. Puis, pour les autres sciences, d'autant qu'elles empruntaient leurs principes de la philosophie, je jugeais qu'on ne pouvait avoir rien bâti qui fût solide sur des fondements si peu fermes. Et ni l'honneur ni le gain qu'elles promettent n'étaient suffisants pour me convier à les apprendre, car je me sentais point, et grâce à Dieu, de conditions qui m'obligeaient à en faire un métier de la science pour le soulagement de ma fortune. Et quoique qu'ils ne me fissent pas profession de mépriser la gloire en cynique, je faisais néanmoins fort peu d'état de celle que je n'espérais point pouvoir acquérir qu'à faux titre. Et enfin, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'ils valaient pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. C'est pourquoi, sitôt que l'âge me permit de sortir de la suggestion de mes précepteurs, je quittai,
entièrement l'étude des lettres, et me résolvant de ne chercher plus d'autres sciences que celles qui se pouvaient trouver en moi-même ou bien dans le grand livre du monde, j'employai le reste de ma jeunesse à voyager, à faire des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, et partout à me faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient que je pusse tirer quelque profit. Car il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui lui importent, et dont l'événement le doit punir bientôt après, s'il a mal jugé, que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet, touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet et qui ne lui sont d'autres conséquences sinon que peut-être il en tirera d'autant plus de vanité qu'elles seront plus éloignées du sens commun à cause qu'il aura dû employer d'autant plus d'esprit et d'artifice à tâcher de les rendre vraisemblables. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. Il est vrai que pendant que je ne faisais que considérer les mœurs des autres hommes, je n'y trouvais guère de quoi m'assurer et que j'y remarquais quasi autant de diversité que j'avais fait auparavant entre les opinions des philosophes, en sorte que le plus grand profit que j'en tirerais était que, voyant plusieurs choses qui, bien qu'elles nous semblent fort extravagantes et ridicules, ne laissaient pas d'être communément reçues et approuvées par d'autres grands peuples, j'apprenais à ne rien croire que trop fermement de ce qui ne m'avait été persuadé que par l'exemple et par la coutume, et ainsi je me livrais peu à peu de beaucoup d'erreurs qui peuvent offusquer notre lumière naturelle et nous rendre moins capables d'entendre raison. Mais après que j'eusse employé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et à tâcher d'acquérir quelques expériences, je pris un jour résolution d'étudier aussi en moi-même et d'employer toutes les forces de mon esprit à choisir les chemins que je devais suivre. Ce qui me réussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fusse jamais éloigné ni de mon pays, ni de mes livres. Fin de la première partie. Bonne nuit Virginie.